La diversité en entreprise, on en parle? Parler de s'ouvrir à tous les talents, partout. Recruter autrement. Intégrer et permettre d'évoluer. Parce que la diversité est un accélérateur de performance. Source de créativité. Et créatrice de valeur pour nos entreprises et pour la société. Rejoignez le mouvement. Sommet de l'inclusion économique. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le stream du sommet de l'inclusion économique. Et pour ceux qui sont avec nous depuis ce matin ou depuis cet après-midi, j'espère que vous avez trouvé des réponses, des sources d'inspiration dans les échanges qu'on a eus et qu'on va continuer à avoir dans un instant. Je vous invite à partager également avec nous toutes vos attentes sur ce sommet, sur le sujet de la diversité, de l'inclusion, via le sondage dont je vous parle depuis un petit moment déjà, sondage que vous pouvez retrouver soit sur l'application du sommet de l'inclusion économique, soit sur l'onglet qui s'affiche sur votre écran si vous nous suivez en digital. N'hésitez pas, on va clore les votes dans la prochaine plénière et on aura les résultats dans la foulée. Et si on allait maintenant à la source du problème, si on s'intéressait aux grandes écoles, celles qui ouvrent quasiment toutes les portes, eh bien, c'est l'objet de la plénière qui va suivre. Et pour la présenter, eh bien, j'ai fait appel à mon homonyme, Aïda Aziadeh avec un Y. Et alors, vous êtes directrice adjointe de la Fondation Mosaïque. Bonjour Aïda. Comment ouvrir du coup davantage ces grandes écoles dont on parle? Comment éviter le clonage des profils qui reproduit de fait l'entre-soi? Vous avez tous et toutes jusqu'à 18h15. À tout à l'heure. Merci beaucoup Aïda. D'ailleurs, je dois dire que la première fois que je vous ai vu à la télé, j'ai été prise d'une émotion indescriptible et mémorable. Voilà. Alors, si je vous demandais dans la salle, je sais que on vous a fait faire un petit sondage ce matin, mais si je vous demandais d'imaginer dans votre tête le portrait robot d'un étudiant d'une grande école, je pense que les caractéristiques qui reviendraient le plus souvent seraient un homme, plutôt blanc, ayant grandi à Paris dans un milieu favorisé, voire très favorisé. Alors, le gouvernement précédent avait demandé à l'Institut des politiques publiques de mener une enquête pour savoir si tous les dispositifs mis en place par ces grandes écoles, vous en avez quelques-unes en tête, la première étant menée par Sciences Po, tous ces dispositifs d'ouverture du recrutement pour plus d'égalité des chances, quels avaient été le résultat? Eh bien, l'enquête, le rapport remis par l'Institut des politiques publiques en janvier 2021 à ce gouvernement-là a permis de conclure la chose suivante. Si d'un point de vue individuel, pour chaque élève, ces dispositifs-là ont été une véritable réussite, d'un point de vue collectif, du point de vue de l'égalité des chances, du point de vue du changement du système, malheureusement, le recrutement de ces écoles restait encore très, très fermé. Pour vous donner quelques chiffres, on a 9% de ces élèves, des 230 grandes écoles, qui viennent d'un milieu social ouvrier ou de parents sans profession. Et plus l'école met en place un mode de recrutement sélectif, moins il y a d'enfants d'ouvriers. Donc le pourcentage descend à 6% pour l'ENA et à 3% pour Normal Sup. Alors, on l'a entendu, la ministre et ce gouvernement-là veut continuer à mettre la pression, à diversifier le recrutement des grandes écoles. La ministre, à l'instant, vient nous parler du recrutement de l'ENA avec ses fameuses classes talents. Et il y a une volonté d'aller plus loin. Donc, comment on fait pour diversifier le recrutement? Comment on fait pour ouvrir grandes les portes de ces écoles? Et quel peut aussi être le rôle des entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes aujourd'hui, pour mettre la pression sur ces grandes écoles qui forment, qu'on le veuille ou non, leurs futurs dirigeants, les cadres dirigeants et les présidents, directeurs généraux qui ont vocation à prendre les rênes de ces entreprises. Alors, pour échanger sur ce sujet avec nous, je vais commencer par vous, Monsieur Mingalon. Vous êtes... Alors, pardon, Arnaud Muret, pardon, excusez-moi, Monsieur Mingalon est là. Alors, je vais commencer, je vous présente et puis après, je passerai la parole. Donc, Arnaud Muret, vous êtes directeur général de l'OPCO des entreprises de proximité. Ensuite, Chantal Dardelé, vous êtes responsable du groupe Ouverture sociale de la Conférence des grandes écoles. Vous êtes également directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC. Ensuite, Bouchra Aliouat, qui est directrice RSE de KPMG, également secrétaire générale de la Fondation KPMG.
Ensuite, Élodie Bossan, associée fondatrice chez Tenzing, un cabinet de conseil en stratégie qui porte dans son ADN même la question de l'égalité des chances. Johanna Legru, ensuite déléguée diversité et inclusion chez Télécom Paris, une grande école d'ingénieurs et de management en France au métier du numérique et autres. Et enfin, Antoine Mingalon, Monsieur Mingalon est là, qui est Chief People Officer chez Kiriba, une de nos fintech tricolores en croissance exponentielle, et vous pourrez représenter ce monde-là lors de cette table ronde. Alors, je vais commencer tout de suite par une question à vous, Madame Dardelé. Vous représentez donc la conférence des grandes écoles. Quels seraient pour vous les leviers à actionner pour accélérer l'ouverture sociale de ces écoles-là ? Bonjour à tous. Alors, quand vous parlez grandes écoles, je ne pense pas que vous parliez des 230 écoles de la conférence des grandes écoles, mais plutôt sur les 10% les plus sélectives d'entre elles. Il y a soit un focus qui est fait sur celle-là et on ne va pas se dérober à ça, bien sûr. Depuis 2005, j'ai le plaisir d'animer ce groupe Ouverture Sociale qui rassemble donc une centaine d'écoles d'ingénieurs, de management, de la fonction publique, on en parlait précédemment, de sciences politiques, d'architecture et autres, justement sur cette recherche de plus d'ouverture sociale. Donc ça veut dire que ça fait 15 ans qu'on travaille sur le sujet. Et j'allais dire, il n'y a que maintenant qu'on connecte ça avec la question de l'ouverture sociale des entreprises. Et j'y vois tout de suite un levier pour aller plus loin. Et ce qui s'est passé pendant 15 ans, petit à petit, je vous donne le résultat des courses, on a structuré les leviers d'action autour de 4 axes. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique qui ferait que voilà, une solution unique, immédiate, universelle. Ça, on a perdu toutes les illusions là-dessus, comme dans l'entreprise, hein, pour ce que j'en entends depuis ce matin. Premier axe, il faut aller très très en amont, dire à un maximum de jeunes, pourquoi pas toi ? L'ESSEC, son premier programme s'appelait d'ailleurs Une grande école, pourquoi pas toi ? Et c'est vraiment la première chose à faire pour augmenter le vivier de candidats dans les écoles. Il y aura plus de diversité sociale, diversité des origines, que s'il y a plus de candidats parmi ceux qui postulent évidemment dans les écoles. Ça a démarré par du tutorat étudiant, ça a donné lieu à la politique publique des cordées de la réussite qui continue à se déployer et qui doit aller plus loin encore et de plus en plus loin, mais c'est nécessaire, indispensable. C'est les questions d'autocensure, on en a parlé, c'est les questions d'information, c'est les questions de rassurer, d'accompagnement. Et on est sûr que si demain on arrivait à dire à chaque collégien et lycéen, tiens, pourquoi pas toi, et à l'accompagner pour qu'il découvre finalement l'existence de ces formations, mais qu'il se découvre lui-même et qu'il regarde comment il pourrait se projeter là-dessus, ça changerait la donne. Donc ce mouvement est engagé, il faut aller encore plus loin, mais il existe. Levier 1. Deuxième levier, il faut transformer les recrutements dans nos écoles, à la fois par le recrutement sur classe préparatoire aux grandes écoles, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est bien un lieu de résistance et un lieu où aujourd'hui justement la diversité n'est pas suffisante. Il y a beaucoup de diversité, il y a plus de diversité sociale dans les admissions parallèles qui par exemple dans une école comme la mienne constituent 50% quand même des étudiants du programme grande école. Aujourd'hui on est en train, suite aux différents travaux, on parlera peut-être de Martin Hirsch et autres, mais de franchir un nouveau cap et d'avoir de nouvelles initiatives sur ce maillon de recrutement. Le troisième axe, quand les étudiants issus de la diversité entrent dans les écoles, on l'a dit, il faut les accompagner pour faire en sorte qu'ils y prennent pleinement leur place, qu'ils n'entrent pas dans un moule, mais qu'ils aident à élargir le moule. Et le quatrième axe, c'est changer le regard de tout un chacun, de tous les étudiants, les autres, les profs, les jurys et autres sur la diversité. On a par exemple mis en place la fresque de la diversité récemment pour essayer justement de faire prendre conscience à chacun des stéréotypes, des privilèges et tout ça. Et si on travaille sur ces 4 leviers-là, alors petit à petit on peut changer la donne. En tout cas à l'ESSEC, on a fait un fois 400 sur la diversité sociale si on prend comme indicateur le boursier, parce qu'il y a une question d'indicateur derrière tout ce qu'on se dit ici. Et maintenant, j'allais dire, et je me terminerai là, le dernier séminaire du groupe Ouverture Sociale a été consacré à les attentes des entreprises. Et j'y vois sincèrement un levier qui pourrait vraiment accélérer les choses. Merci beaucoup Chantal. Élodie, pour aller plus loin sur cette question du moule, vous dites quelque chose d'assez percutant. Vous dites faire entrer plus de gens dans le même moule, c'est peut-être bien, mais si on ne remet pas en question ce moule, si on ne le casse pas pour en faire d'autres, on reproduira le même problème. Oui, tout à fait. Alors, je suis ravie d'être ici et puis d'être en présence de Chantal et de Johanna avec qui on collabore aujourd'hui sur ces problématiques d'ouverture sociale. Le sujet de la formation, c'est qu'on sait qu'en France, c'est la clé d'accès à l'emploi. Donc, l'idée de pouvoir ouvrir plus massivement les grandes écoles, et tout le monde connaît les problématiques, c'est de pouvoir laisser des jeunes de milieux populaires accéder à des postes de cadres dirigeants. Mais néanmoins, on peut s'interroger sur la responsabilité de l'école dans les apprentissages qu'elle va dispenser, et notamment sur la capacité à former. On a entendu tout au long de la journée comment on manage de manière inclusive, comment on perçoit
comment on perçoit l'altérité, également quels sont les nouveaux modèles de gouvernance d'entreprise, comment on peut partager la valeur. Et clairement, ces grandes écoles sont des lieux de formation de nos cadres dirigeants et, à mon sens, enfin en tout cas, ont une responsabilité quant à la qualité de la formation et quel type d'enseignement on peut dispenser à ces jeunes qui vont être dirigeants d'entreprise, vont encadrer de grosses équipes et dont finalement le contenu, tout ce qu'ils auront vécu d'un point de vue expérientiel au sein de l'école, va infuser leur pratique tout du long. Donc c'est vraiment de se dire que l'école, en tant que lieu de formation, il y a certes des enseignements, mais ce que disait aussi Chantal, la manière dont ils vivent la différence au sein de leur parcours, et qu'on vienne de milieux populaires, mais également la population qui reste majoritaire dans les grandes écoles, pour que les jeunes dits issus de la diversité, donc en fait c'est à peu près tout le monde sauf, puissent eux aussi être reconnus, ne pas avoir à se normer, parce que ces écoles peuvent être aussi des grosses lessiveuses, enfin de normalisation, d'assimilation, et finalement cette injonction droit à la différence, on ne sait pas, enfin vous ressortez assez normé. Et la question qui se pose aussi, c'est finalement le va-et-vient qui peut être possible une fois quand vous n'avez pas accédé à ce type d'école. Et l'idée, c'est pas d'en faire non plus la panacée, puisqu'il y a des endroits où on forme très bien les gens, c'est l'université. Comment on peut retourner à la grande école aussi pour être formé. Ces fameuses, tout à l'heure, Madame Monchalin parlait des troisièmes voies, mais comment on peut aussi, lorsqu'on est en entreprise, ne pas être simplement perçu comme un iPod et repartir suivre des enseignements d'excellence, puisque c'est des écoles d'excellence, et puis pour pouvoir construire sa carrière et finalement pouvoir naviguer comme ça entre l'entreprise, la grande école, mais de façon plus ouverte et en tout cas moins conditionnée. La diversité n'est pas seulement dans le recrutement, mais c'est un mindset, si je peux dire, qui doit vraiment guider toute la formation et bien au-delà. Oui, parce qu'on voit que la formation, c'est ce qui nous assure une place, enfin en tout cas un accès à l'emploi, un accès à d'autres postes, et que c'est la condition sine qua non. Aujourd'hui, le seul moment où on regarde peut-être moins la formation, c'est sur les jobs en hypertension. Donc c'est la contrainte qui nous pose à nous affranchir peut-être de ça, mais il est clair que la formation en tant qu'outil et le lien avec les grands... Enfin voilà, c'est que ces problématiques de grande école est à traiter, quoi. Merci beaucoup. Johanna, maintenant je passe la parole au dernier membre du triumvirat que vous formez pour faire avancer ces questions-là dans les grandes écoles. Du côté de Télécom Paris, quelles sont vos avancées, quelles sont les choses que vous avez mises en place pour favoriser la diversité dans le recrutement? Où est-ce que vous en êtes? Alors, on commence, très sincèrement. C'est une école publique qui recrute sur la base d'un terme qui aujourd'hui est largement à repenser, la méritocratie, c'est-à-dire la base du concours. Et aujourd'hui, on se rend compte que sur la base de ce concours, on recrute essentiellement des élèves issus des mêmes lycées, des mêmes milieux sociaux, avec les mêmes références, le même capital culturel, les mêmes codes. Et donc là, on a vraiment une problématique. Comme le disait ma camarade Chantal, effectivement, on recrute en admission parallèle. Alors nous, un peu moins qu'à l'ESSEC, mais ça reste quand même... on va recruter les majors de promo, des licences, des DUT, et donc on va se retrouver très souvent avec les mêmes profils. En fait, c'est simplement, il y a eu des stratégies familiales qui ont permis que ces élèves, au lieu de passer par la voie de la prépa, sont passés par d'autres voies, mais au final, on a un petit peu plus de taux de boursiers, mais on va se retrouver avec quasiment les mêmes profils. Et là, on a vraiment un problème de cohérence avec notre approche méritocratique. Donc, comme le dit, nous, le directeur de l'école, il est clair que pour nous, aujourd'hui, c'est un enjeu de survie sociale. On a beaucoup de mal à parler du recrutement, comme le dit Chantal. La question du concours est vraiment taboue. Mais on a décidé de s'y attaquer quand même et de réfléchir à comment faire en sorte que, avec les autres écoles qui participent du même recrutement, du même vivier de concours, on peut essayer de faire des choses, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, mais là, dans les années qui viennent, parce que, comme je le dis, c'est un enjeu de survie sociale. On ne peut pas se dire grande école, école de l'excellence, si on ne représente pas les citoyens et citoyennes de notre pays, sachant que cette école, par ailleurs, est payée par les impôts de ces mêmes concitoyens
concitoyens et concitoyennes. Donc on a un vrai devoir de transparence et de cohérence sur la manière dont on recrute nos élèves. Et par ailleurs, sur la question effectivement de ce que disait Élodie sur la question du moule, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autocensure. Moi, je dois dire quand même que faire entrer des carrés dans des rectangles et dans des triangles, ça va être compliqué. Donc si on demande aux gens d'avoir le bon capital culturel, la bonne culture pour entrer dans nos écoles, ils auront beau vouloir et tout faire pour y arriver, ils ne pourront pas y arriver. Donc l'autocensure revient aussi à ceux qui mettent en place un certain moule et un certain système. Donc là aussi, on doit largement s'interroger sur la manière dont on enseigne, sur la manière dont on accueille, sur ce qu'on veut donner comme bagage à nos élèves en tant que futurs leaders et futurs citoyens et citoyennes. Merci. Puis vous disiez aussi que la difficulté dans une école d'ingénieurs, c'est que la méritocratie tient du fait que vous êtes sur des sciences dures. Donc par essence, elle ne discrimine pas, puisque les maths sont non discriminantes. Et vous dites que ça aussi, on pourrait le remettre en question. Des travaux sociologiques tiennent à remettre cette idée-là en question. Tout à fait, Aïda. Oui, c'est vrai que je rencontre une difficulté particulière dans les échanges que je peux avoir sur ces questions de recrutement méritocratique, puisqu'effectivement, les maths seraient non discriminantes. Tout un chacun, toute une chacune pourrait réussir des épreuves scientifiques sur la base de ses connaissances et de ses compétences. Or, par exemple, si je prends la question des maths, eh bien, il y a une démonstration à faire. Hein. Il n'y a pas uniquement un résultat à obtenir, il y a une démonstration à faire. Donc, il y a une manière de la faire, il y a une manière de présenter, il y a des mots à utiliser. Et ces mots-là, ils renvoient socialement à un milieu culturel. Il y a des codes qui sont inscrits également dans cette manière de démontrer et qui sont discriminants pour certains de nos élèves. Merci Johanna. Alors, vous, Antoine, vous avez une approche très vigoureuse, j'ai envie de dire, de la diversité. Vous dites qu'à Kiriba, vous préférez recruter une personne qui sait aller de la cave au grenier plutôt qu'une personne qui pense d'emblée qu'elle pourra occuper un poste de chef. Donc la formation dans ces grandes écoles doit changer pour vous ? Vous n'avez pas de micro. Merci. Alors, j'ai une voisine qui m'a ôté les mots de la bouche. Donc ça va me permettre de pas en parler, mais j'en parlerai quand même un peu. Je vous remercie parce que c'est d'une franchise, je trouve, remarquable. Les chiffres que vous avez évoqués, Aïda, sur le SAS étanche que représentent les écoles préparatoires, les miens sont un peu plus élevés, mais ils sont faibles. 7% d'enfants d'ouvriers en sont issus, 11% d'enfants d'employés, 52% d'enfants des cadres supérieurs, donc 2 fois plus que leur part dans la population des élèves. Le déséquilibre s'accélère ensuite, puisque à l'ENA, on a 4% d'enfants d'ouvriers, l'ENS, Normal Sup, 2, et l'IX, 0,4. On n'a pas les mêmes chiffres, mais on a la même tendance, en fait. La même tendance. Mais de toute façon, on est à peu près 1% près, très faible de toute façon. Donc en fait... je voulais quand même le dire parce que ça, je suis vraiment d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut regarder ça. Je pense que la seule école que je connaisse, grande école, qui ait réformé son système, c'est Sciences Po, qui est apparu sur Parcoursup et qui a vraiment en train de changer son profil et la donne. C'est une révolution. Mais bon, on aurait pu en parler aussi. Il n'y a pas de représentation Sciences Po ce soir. Mais je pense que pour un employeur que nous sommes, c'est vraiment le bon sens. Kiriba, c'est une société, un éditeur de logiciels, alors américano-français, fondé par un Français, incorporé aux États-Unis, qui a une hyper-croissance, qui compte 950 salariés, 250 en France. Et en fait, on a besoin effectivement d'avoir des gens qui passent par le rez-de-chaussée, qui montent au grenier, qui descendent à la cave, parce que dans une société en hyper-croissance dans la technologie, vous concevez et développer des logiciels, ça s'arrête jamais. Et vous n'êtes jamais vraiment chef, si ce n'est que grâce à la méritocratie et un système de promotion interne qu'on a mis en place, où on a dit très simplement, au bout de 18 mois, vous êtes dans le job, vous délivrez au moins A, B ou C, donc pas des gens qui sont en difficulté notoire dans leur poste, vous postulez à n'importe quel poste ouvert dans la société, n'importe lequel, où qu'il soit dans le monde. Okay, donc cette méritocratie-là, c'est ouvrir les vannes du système sans essayer d'ultra réguler, puisque le chaos organisé, c'est la meilleure organisation que l'on connaisse. En tout cas chez nous. Et en général dans les sociétés de la tech, américaines ou françaises. On a un ADN historique, et le fondateur est toujours en charge de la société,
et donc des ratios de diversité qu'on a découverts grâce aux demandes d'EPOCA et de Mosaïque il y a très peu de temps sur la France. On avait des ratios globaux, mais en fait, on est l'héritage d'un ADN hyper entrepreneurial, donc très manuel, parce qu'on code. Hein. Donc c'est vrai que quelqu'un qui sort de Télécom Paris ou de l'X, il ne va pas monter en grade aussi rapidement. Notre méritocratie n'est pas celle des... Elle peut être celle des grandes écoles en milieu de carrière, où on retrouve des grandes écoles parfois dans le recrutement, mais au début assez peu, parce qu'il n'y a pas de job de chef chez nous quand on démarre. On code, on vend, on voit des clients, on fait de la pré-vente, on fait de la post-vente, et en fait, ça nous amène finalement à avoir dû nous débrouiller avec les filières d'excellence en milieu de carrière parfois, mais sur les 450 personnes qu'on recrute par an, dont 200 en Europe, très peu de filières d'excellence, et c'est un héritage que l'on maintient et qui nous permet d'avoir 25% quasiment des salariés du bureau de Saint-Cloud qui sont des gens qui n'avaient pas de titre de séjour en rentrant chez nous, d'avoir 35% de femmes dans la société versus 65% d'hommes. Et j'ai perdu 2 points dans les 2 dernières années parce qu'on avait tel besoin de recrutement que malheureusement, plus vous avez besoin de recrutement, moins vous regardez votre diversité. C'est le plus gros danger. Okay, et puis, je pense que si les grandes écoles et les filières d'excellence ne se réforment pas, nous ferons du reskilling. Nous demanderons en interne comme en externe à des sociétés comme Open Classroom ou d'autres qui font du MOOC, Massive Open Online Course, de nous former des gens en B2B, donc de nous former des candidats en interne ou en externe, des gens au support client qui est vraiment la fonction la plus ouverte à la diversité, puisqu'on ne demande pas de connaissances techniques, mais une capacité à répondre à un client qui peut être très content, mais très souvent mécontent. Donc une capacité d'empathie, une patience. Et nous, on leur apprendra nos logiciels. Okay, donc là, il y a un grand chantier à démarrer. Et vraiment continuer de faire comme on le fait, d'embaucher un tiers des salariés par cooptation. Ça, c'est formidable parce que la diversité, nous, on se fait aider maintenant par Mosaïque, par Saïd, ses équipes, par EPOCA, mais en fait, on a beaucoup recruté dans la diversité, mais ils nous aident à structurer cela parce qu'en fait, grâce à ça, on a pu survivre jusque-là, mais il faut qu'on structure maintenant notre démarche. On a pu le faire parce que les gens de la diversité attirent des gens de la diversité. Et c'est un referral programme, comme on dit en américain, puissant, qui vous permet d'attirer des gens qui sont les amis de vos amis. Et ça, c'est formidable. Et c'est comme ça qu'on a survécu. Mais il faut qu'on structure ça mieux, de manière plus pérenne. Mais le reskilling, j'y pense vraiment, pour continuer de créer une méritocratie à la Kiriba, qui est celle qu'on a créée depuis 15 ans, et qui, de toute façon, pour répondre à la pénurie qu'on a sur les postes qui sont ouverts aujourd'hui, nous serons obligés de passer par des voies périphériques, et qui sont des voies qui auraient pu être conçues comme du passage avant, et qui vont être, à mon avis, la voie quasi royale, qui est le reskilling en interne et en externe, des compétences qui vous manquent dans la société. Voilà. C'est intéressant, le message que vous envoyez à ces grandes écoles, c'est soit vous bougez, soit nous, de toute façon, on bouge, et on bouge déjà, et ça sera sans vous. Donc en fait, si elles ne bougent pas, vous risquez de les ringardiser, si je peux employer ce mot, en tout cas de leur faire perdre un peu de leur statut de grandes écoles, puisque ce ne sera plus le lieu où on recrutera pour des entreprises de la FinTech qui sont... Oui, on va trop vite pour attendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous doublez votre chiffre d'affaires ou vous montez votre chiffre d'affaires de 25, de 50, de 75 ou 100% par an, les cycles de la pensée politique et économique ne sont pas les cycles des entreprises du logiciel. Donc vous avancez, c'est pas, moi je donne juste des chiffres et on donne des constats, on y arrive quand même. Mais je pense que ce qui peut faire un bien fou à ce pays, c'est de lancer des programmes de conversion, de reconversion dans des métiers où il y a des passerelles évidentes et qu'on n'a pas encore ouverts. Voilà. Merci Antoine. Vous avez également parlé du programme de Sciences Po qui a été pionnier, et je me tourne vers Bouchra. Bouchra, vous avez bien connu ce programme-là puisque vous avez eu la chance, quand vous avez lancé la fondation KPMG, de rencontrer dès le début Richard Descoings et d'avoir un échange important avec lui qui allait fonder la suite de l'aventure de la fondation. Racontez-nous. Absolument, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, vous avez raison, lorsqu'on a créé ce projet de fondation d'entreprise, KPMG et la direction voulaient vraiment travailler sur cette question de diversité. On ne savait pas forcément comment le prendre, effectivement, nous on recrutait plutôt dans les grandes écoles. J'ai fait le tour d'abord effectivement de toutes les grandes écoles pour voir
quel programme en tout cas il pouvait avoir. Autant vous dire que c'était le néant. Il faut être honnête, je vous parle de ça en 2006. Évidemment, seul Sciences Po avait commencé déjà ce programme CEP en 2000. Et donc on a eu la chance de rencontrer Richard Descoings à l'époque, qui m'a beaucoup inspiré effectivement pour monter le programme que deviendra effectivement le programme Lycée de la réussite. Et ce qu'il nous avait dit effectivement, c'était que à un moment il faut prendre, enfin il y a un temps en tout cas où il faut vraiment s'emparer du sujet et il faut y mettre effectivement les moyens et puis aller aussi à la rencontre des établissements, des jeunes pour bien comprendre leurs problématiques, leurs besoins et ensuite pourquoi pas, et c'est lui qui nous avait lancé ça, il m'a dit écoutez, au même titre que KPMG va sponsoriser une chaire, je ne sais pas, de l'ESSEC ou de Dauphine ou quoi, eh bien allez-y, allez sur les lycées pro. Et donc, et là, je tiens à souligner aussi que lorsqu'on a créé effectivement ce programme, ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne l'a pas fait seul. On s'est beaucoup appuyé sur les pouvoirs publics, et ça, c'est important de le dire. Un député à l'époque de la circonscription du 93 nous avait introduit auprès des établissements scolaires, donc publics, proviseurs et professeurs de la Seine-Saint-Denis. Donc là, on était vraiment effectivement dans les quartiers politiques de la ville, et effectivement le privé avec nous qui allions à la rencontre. Et donc, on a rencontré effectivement les proviseurs et les lycées qui nous ont fait une liste assez dramatique quand même des conditions qu'ils avaient d'enseignement, notamment dans les lycées professionnels, dans les quartiers politiques de la ville, où ils disaient que les jeunes étaient orientés par dépit et non par choix vers les formations type bac pro, effectivement, ou voire même des BTS, qu'ils ne connaissaient pas le fonctionnement de l'entreprise, ni les codes, qu'ils ne connaissaient pas les métiers de l'entreprise non plus. Enfin, vraiment, la liste était quand même assez importante. Et il y avait aussi on avait identifié aussi un élément lié au développement personnel, à la confiance en soi, que ces jeunes qui allaient vers ces filières professionnelles avaient effectivement une sorte d'échec scolaire qu'ils avaient derrière eux, un bagage en tout cas, et la formation professionnelle n'était pas suffisamment valorisée. Je vous parle de ça il y a 15 ans. Je pense que vous déportez le problème aujourd'hui, c'est toujours le même. C'est triste à dire, effectivement, et je le constate, même si j'espère qu'on va aller... On va progresser sur cette question-là, mais il faut savoir que les problématiques sont toujours les mêmes. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On a pris 5 lycées en Seine-Saint-Denis, on a fait des expérimentations et on s'est dit, voilà, KPMG va effectivement parrainer une promo de classe de bac pro ou de BTS. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va leur donner tous les moyens pour favoriser la réussite éducative. Donc, on a fait du parrainage de classe. Donc, ce sont des collaborateurs qui vont dans les classes. On propose des stages, des journées découvertes de l'entreprise. On va prendre des coachs aussi qui vont travailler sur l'orientation, sur la confiance en soi, que nous allons financer pour travailler avec ces jeunes. Le succès, il a été tel, mais il a été tel, je dirais, à 15 ans. Maintenant, j'ai beaucoup de recul, bien sûr, par rapport à ce programme. Et c'est très intéressant de voir les effets positifs. Mais les effets positifs en interne, dans l'entreprise, comme en externe, auprès des jeunes. Et effectivement, ce qu'on a pu remarquer, notamment donc, auprès des jeunes, eh bien, les jeunes, ils n'avaient pas envie forcément d'aller à la Défense. Hein. Autant vous dire que la Défense, ils ne connaissaient pas. Des grandes tours, ça les impressionne. Ça leur donnait pas forcément envie d'y aller. Au début, quand on a démarré les stages, on leur a dit, écoutez, vous qui êtes dans un lycée pro, on vous propose des stages chez KPMG. Ça les intéressait pas forcément, parce qu'ils ne connaissaient pas, évidemment. Et donc, à force de travailler sur l'accompagnement avec ces jeunes, eh bien, on a vraiment jeté des ponts entre le monde d'entreprise et ces jeunes. Et donc, ils viennent chez nous, ils découvrent les métiers, ils rencontrent des collaborateurs, et ça rehausse aussi leurs ambitions. Et ça, c'est important parce qu'on a pu remarquer qu'à travers cet accompagnement, eh bien, il y a des meilleurs aussi choix. Il y a des choix qui sont faits sur Parcoursup. Et les jeunes qui sont orientés vers ces filières désirent et veulent poursuivre leurs études. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et par ailleurs, chez KPMG, il faut le dire aussi, forcément, on recrute dans toutes les grandes écoles que vous avez pu citer. Et eh bien, ça a été aussi un moyen d'ouvrir aussi l'état d'esprit, d'ouvrir...
c'est les collaborateurs et de changer le regard des collaborateurs sur les quartiers politiques de la ville. Et ça également, je trouve que c'est un élément qui est très fort parce que vous avez les collaborateurs qui sont en haut d'une tour, qui ne connaissent pas les quartiers, sauf via le prisme des médias. Et en allant sur le terrain, proche, à la rencontre de ces jeunes, travailler avec les enseignants, les professeurs, eh bien, ça a vraiment changé leur regard sur les jeunes des quartiers, sur ces filières en particulier. Et puis, ça a débouché par la suite, et c'est ça qui est intéressant d'un programme qui vient plutôt d'un dispositif, je dirais, de mécénat, et bien, par la suite, 15 ans plus tard, et bien, ça débouche sur des recrutements beaucoup plus inclusifs. Et même sur des métiers historiques où on recrutait des Bac plus 5, et bien là, on a créé une junior team qui est sur les métiers traditionnels de l'audit et qui va recruter plutôt des filières issues des BTS, BTS et licence. Et comment ce recrutement a pu avoir lieu? C'est tout simplement parce que vous aviez des collaborateurs, des partenaires qui participaient à ce programme. Et quand ils ont décidé de travailler sur cette junior team, ils ont dit, mais attendez, on a ce programme lycée de la réussite, on va aller à la rencontre de ces professeurs et on sait qu'on peut très bien aligner finalement les compétences que nous recherchons avec le référentiel de cours qui sont proposés dans ces BTS. Et puis je dirais que pour les matières, forcément, toutes les matières ne sont pas couvertes dans ces formations, eh bien on va les former. Et donc, lorsque vous rentrez effectivement chez KPMG dans cette junior team, vous pouvez rentrer en BTS et vous pouvez continuer en bachelor. Et KPMG va accompagner la formation de ces jeunes. Et donc, et ça, je vous le dis, c'est un travail de long terme. Hein. Ça fait très longtemps qu'on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, ce qui est très positif, c'est que de 5 lycées, on en a 40 sur tout le territoire. Ça fait plus de 70 classes qu'on accompagne. Et ce que je veux souligner, c'est que les QPV, c'est pas uniquement les territoires urbains, la Seine-Saint-Denis. On a 200 bureaux, donc on est aussi bien présent dans les quartiers nord de Marseille, à Roubaix, à Châlons-en-Champagne, dans les milieux plus ruraux. Et ce programme-là, il peut vraiment, les entreprises en tout cas, pourraient vraiment se l'emparer. Et je lance un appel, allez-y, pour essayer de créer cette connexion effectivement avec le monde de l'entreprise et les jeunes directement. Merci. C'était important qu'on parle de cette expérimentation parce que même si elle a lieu dans les lycées professionnels, à l'heure actuelle, on se dit lycée professionnel, grandes écoles, c'est deux mondes qui, a priori, ne dialoguent pas. Vous avez fait la démonstration qu'en vous investissant dans ces lycées-là, vous pouviez rehausser le niveau d'excellence et pourquoi pas dessiner des chemins qui mènent certains de ces jeunes-là aussi vers les grandes écoles. Si tant est que les grandes écoles jouent le jeu aussi et fassent un bout du chemin aussi vers ces jeunes-là et acceptent de changer tout ce dont on a parlé, les modalités de recrutement, la formation, les mentalités aussi. J'ai envie de vous dire, 15 ans, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient en bac pro, qui ont fait des BTS et qui ensuite sont entrés dans des grandes écoles et qui ont fait un Master 1, Master 2. Et ça, c'est formidable, effectivement. Et on les retrouve ensuite après. Donc oui, vous avez raison. Merci, Bouchra. Donc, Arnaud Muret, on va terminer ce premier tour. Vous, en tant que directeur, président ou directeur Directeur, je voulais vous upgrader comme ça en fin de journée. Bon, directeur d'un opérateur de compétences sur les entreprises de proximité, vous réunissez plus de 400 000 entreprises, là j'espère que mes chiffres sont bons. Donc vous avez une capacité à agir sur la formation qui est dispensée. De votre point de vue, quelles sont les actions efficaces pour que notre formation supérieure favorise vraiment une réelle égalité des chances telle qu'on a pu échanger ? D'abord, je vous remercie de me faire parler finalement en dernier, parce que ça va reboucler avec l'intervention de Madame Dardelais, et en particulier le quatrième pilier qu'elle a évoqué, que vous avez évoqué, qui est le regard des autres. Et en filigrane, ce qu'on a dit, c'est finalement, il y a une part de savoir-être. Donc ces jeunes, au-delà de la compétence qu'on va rechercher à travers un concours, un profil et ainsi de suite, il va y avoir toute la dimension que l'individu apporte à travers son savoir-être. Et aujourd'hui, quand on écoute les chefs d'entreprise, quand on écoute les DRH, le savoir-être devient un élément extrêmement important. On a parlé finalement de formatage, d'uniformisation que produisent ces écoles, de lessiveuses même, on a dit. Et donc les jeunes, ça a été dit, se disqualifient d'aller vers ces parcours parce qu'ils se disent non, c'est pas pour moi. Et l'exemple de KPMG qui tend les ponts finalement, qui dit qu'il y a une continuité. Eh bien cette continuité,
il faut aussi la pousser tout au long de la vie. C'est ce qu'a dit la ministre précédemment. Mais cette troisième voie, c'est que pour l'instant, notre système dominant tel qu'il est construit, quelque part, il y a quelque chose de censitaire. Entre 18 et 20 ans, si vous ne rentrez pas dans ces structures-là, vous avez l'impression que toute votre vie, vous allez être mis dans une rubrique et ça va être compliqué. Et si vous voulez, aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est la formation tout au long de la vie. Et donc, c'est comment, à un moment donné, dans sa carrière professionnelle, on réintègre ces écoles d'excellence. Quelle place on fait aux salariés qui, à un moment donné, peut-être pendant 2 ans, veulent réintégrer ces parcours-là, faire valoriser leur acquis, mais s'inscrire dans ces démarches-là. Donc, dans la poursuite, il y a comment on associe finalement les gens dans cette démarche. L'autre point que vous avez évoqué, qui est l'apprentissage, donc qui a été remis à l'honneur avec la réforme en 2018 qui a été portée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. L'apprentissage en ce moment connaît un essor, mais qui est considérable. Et alors, on s'est posé la question, alors bien sûr, les chefs d'entreprise, ils y voient une opportunité de trouver, on va dire, une main-d'œuvre bien qualifiée, mais pas seulement. Quand on interroge les jeunes par rapport à l'apprentissage, là je caricature volontairement, mais quand on écoute les jeunes et les moins jeunes, ce qu'ils y voient, c'est un élément d'émancipation parce qu'ils sont rémunérés pendant leurs études. Certains jeunes se disqualifient à faire des études supérieures parce que, eh bien, il faut payer le studio, même si on vous dit que vous pouvez faire des emprunts. Là, pendant l'apprentissage, vous allez avoir un minimum de rémunération. Les parents vont pouvoir compléter et vous commencez à prendre de l'autonomie et de la dépendance. Et plus vous montez dans les études, plus réellement vous êtes mieux rémunéré en tant qu'apprenti et vous acquérez de plus en plus d'indépendance. Et c'est un autre mode de formation où des gens qui s'excluaient eux-mêmes en disant « je ne peux pas rentrer par le système des concours », par le biais de l'apprentissage, ils y voient une modalité pour intégrer le dispositif et ça fait des gens d'aussi bonne qualité que ceux qui ont passé les concours, sauf que c'est un autre dispositif que les grandes écoles, on voit, elles se l'approprient de plus en plus. C'est vraiment un succès qui est même spectaculaire. Là, chaque année, les chiffres augmentent de façon très significative et donc finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est ce continuum tout au long de la vie. On l'a vu avec l'expérience de KPMG. On se dit comment recruter les gens avec d'autres compétences. L'étude de sociologie sur les mathématiques, c'est très juste. Ayant moi-même une formation de sociologue, je peux vous dire que j'ai étudié ça à un moment donné, parce que j'ai une formation aussi d'ingénieur à la base. Et quand je me suis rendu compte finalement du formatage dont je ne m'étais pas rendu compte pendant mes études, mais c'est socialement, on est structuré. Et on a du mal à l'accepter. On croit que les maths, c'est une matière froide. En réalité, ce n'est pas aussi froid que ça. Et je vous rejoins pleinement. Donc, de remettre de l'humain dans tout ce dispositif, de créer ces passerelles, de s'interroger différemment, c'est vraiment une richesse. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Il nous reste 2 minutes 30. Donc, un tour de table rapide et j'ai envie de vous demander à chacun si demain vous aviez, alors j'aime pas trop cette expression, mais une baguette magique qui pouvait tout de suite agir sur la diversification, agir sur la diversité du recrutement dans les grandes écoles ou alors sur le moule des grandes écoles, on ne se censure pas. Quel vœu vous formuleriez avec votre baguette magique? On commence par vous, Antoine. Allez. Bon, très bien. Alors, je vais reprendre. Je suis très content que vous soyez passé juste avant parce qu'en fait, je pense que les 3 leviers qui sont, à mon avis, les plus imparables, c'est effectivement l'apprentissage, le reskilling d'une population aussi, qui peut se reconvertir et changer d'orientation. Et clairement, je pense que la création d'une méritocratie fondée sur l'apprentissage, le reskilling et l'ouverture des grandes écoles à Parcoursup, par exemple, c'est les 3 leviers qui sont imparables et qui sont les plus rapides, à mon avis. Donc vous dites, aux grandes écoles, faites de l'apprentissage. Ouais, je dis, bon, je ne suis pas le plus gros recruteur dans les grandes écoles pour les raisons qu'on a mentionnées avant, mais on en a. Mais je pense que c'est des voies qui marchent apparemment en France et c'est notre ADN. Donc rendons-le excellente. Johanna. Ok, alors exercice baguette magique, c'est pas simple parce que je pense que c'est surtout beaucoup d'efforts et d'ouverture d'esprit qu'il faut plus qu'une baguette magique. Alors je reformule, si vous étiez présidente de la République. Alors, oula, carrément. Non, mais en tout cas, sur la question de l'apprentissage, nous, par exemple, on recrute en apprentissage, mais quand même, c'est pareil, nos cursus ne sont pas toujours
parfaitement adapté à des élèves en apprentissage qui parfois doivent faire beaucoup d'efforts pour cumuler et la partie apprentissage et la partie cours parce qu'on ne veut pas lâcher sur le niveau de maths, sur le niveau de physique et tout ça. Donc c'est pas que facile. Donc je dirais qu'en tout cas ce qu'il faudrait vraiment c'est changer de regard et avoir beaucoup plus, s'ouvrir beaucoup plus à ce dont la société a besoin. Justement pour tous les défis qui se posent, y compris écologiques, et d'adapter notre formation à ces défis-là, donc en intégrant des potentiels qui ne sont pas ceux de la norme, ceux qu'on avait l'habitude de mettre en avant. Merci Johanna. Élodie ? Pour moi, c'est un sujet d'acculturation. Donc aujourd'hui, on parle d'un jeune mentor. Donc je dirais, pour les dirigeants des grandes écoles, peut-être d'être accompagnés par des jeunes qui partagent un peu leur expérience, parce qu'on ne peut pas... quand même déterminer la vie des gens sans comprendre ce qu'ils vivent. Donc voilà, peut-être du mentorat inversé. Ah, j'aime beaucoup ça, j'achète. Moi, je pense qu'il y a deux leviers. Clairement, alors il faut être honnête, hein, le premier levier c'est financier. Enfin, honnêtement, tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers, qui aimeraient faire des grandes écoles, mais qui n'ont absolument pas les moyens et encore moins les moyens de faire un crédit, etc. Donc il y a un vrai dispositif financier, en tout cas un levier financier et un modèle économique. Forcément, évidemment, des grandes écoles à revoir, ça c'est évident. Et le deuxième levier, je pense qu'il faut aussi arrêter d'aller recruter que dans des prépas spécifiques. Ça aussi, il faut le voir que les grandes écoles vont aussi, même si Parcoursup est là, aller dans des prépas spécifiques. Non, il faudrait que les grandes écoles en tout cas, aillent aussi dans les quartiers rural ou urbain, aller chercher ces petits talents, ces petites pépites qui se cachent, qui attendent justement qu'on vienne les voir. Donc les classes prépa, c'est pas la fin en soi. Voilà, si je devais résumer en un slogan. Chantal, à vous. Pour compléter tout ce qui a déjà été dit, que je valide, changer vraiment le regard sur la diversité. Donc un événement comme aujourd'hui, c'est essentiel, parce que le jour où les privilégiés auront compris qu'ils ont aussi à gagner à se mélanger avec d'autres, et que les plus pauvres auront compris qu'on a besoin d'eux, qu'ils ont toute leur place, ça pourra changer les choses aussi. Donc, démultiplier des événements comme celui-ci. Merci beaucoup Chantal. Et vous, Monsieur Muret, pour terminer ? Avant d'utiliser la baguette magique, je vais juste vous dire une phrase, c'est que souvent les grandes écoles, on les caricature en disant ces écoles où on y rentre une fois et on en sort toute sa vie. Et sur la base de cette phrase, j'aurais tendance à vous dire que... pour moi, ça serait de faire en sorte que tout au long de sa vie, on ait la possibilité d'y rentrer au moins une fois pour continuer à progresser dans sa vie. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Merci. Merci de votre écoute. Aïda. Merci beaucoup Aïda. Vous avez mené cette plénière de main de maîtresse de cérémonie. Et je crois qu'il y a une petite erreur à votre nom. C'est Aïda avec un Y, on est d'accord ? C'est sans doute un hommage. Okay. Merci à tous. Je vous invite à signer le pacte de l'inclusion économique en descendant de scène et en passant par ici. Encore merci, c'était super inspirant. Bravo. Grâce à vous, on espère ne pas reproduire les erreurs du passé en ce qui concerne l'ouverture sociale des entreprises. Dans quelques secondes, on va se retrouver pour la prochaine plénière et ça sera en vidéo juste après le générique. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur diversifiervostalents.com, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Voilà, diversifiervostalents.com, c'est cette fameuse plateforme dont on vous parle depuis ce matin et qui permet à chacun, chacune, qu'on soit recruteur, qu'on soit candidat, eh bien de déposer son CV ou de recruter en toute diversité. Alors, l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle est absolument inédite, absolument exclusive. Les Français et la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail. C'est le nom donc de cette étude réalisée par l'Institut ELAB pour la Fondation Mosaïque. La dernière datait de 2019, à l'époque du top 10, top 10 des recruteurs de la diversité. Alors question, les choses ont-elles évolué depuis ? Est-ce
qu'il y a eu un engagement plus important sur ces questions. Y aurait-il eu, pourquoi pas, un effet Covid, comme il y en a eu dans beaucoup d'entreprises, avec cette fameuse quête de sens dont on a énormément parlé pendant cette crise sanitaire? Réponse en vidéo avec le président et fondateur d'Elab, Bernard Sananès. Nous on se retrouve juste après. Bonjour, je suis très heureux de vous présenter à distance les résultats de cette étude exclusive pour la Fondation Mosaïque sur la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail, à l'occasion bien sûr de ce sommet qui vous réunit aujourd'hui. Nous avions déjà fait une première photographie de l'opinion sur ce sujet essentiel de la diversité dans le monde du travail il y a 2 ans et nous avons aujourd'hui, avec la même méthode, un échantillon national représentatif de 1000 personnes, essayé de savoir ce qui avait bougé dans l'opinion sur ces mêmes enjeux, encore une fois prioritaires pour le monde de l'entreprise. Alors voyons ensemble, si vous le voulez bien, les enseignements principaux de cette étude. Premier enseignement, plus de 8 Français sur 10 estiment que la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail est une bonne chose. Le chiffre est stable globalement par rapport à il y a 2 ans. Il atteint 92% chez les moins de 35 ans. Premier constat donc que l'on peut partager, dont on peut se réjouir. C'est un sujet qui fait consensus aujourd'hui dans l'opinion. Quand on regarde les principaux bénéfices attribués à la diversité en entreprise, loin devant est attribuée la hausse de la créativité et de l'innovation. C'est cité par une personne interrogée sur 2, devant la meilleure cohésion d'équipe, et puis l'aisance linguistique et culturelle vis-à-vis de certaines zones géographiques. À noter un point quand même qui me semble important de souligner, le paradoxe entre ces bénéfices perçus, qui sont nombreux et qui émergent dans les réponses des personnes que nous avons interrogées, et la faible perception d'une meilleure performance de l'entreprise. Ça montre que le lien n'apparaît pas encore clairement et donc il y a un travail de pédagogie à faire sur ce lien entre diversité et performance dans le monde du travail. Deuxième enseignement pour 2 tiers des Français, la diversité sociale, culturelle et ethnique est présente dans le monde du travail. Ce chiffre, et il faut là aussi le noter, est en progression de 4 points par rapport à il y a 2 ans. Mais il faut dire aussi que l'opinion fait en quelque sorte un constat prudent. Il n'y a que 15% des personnes interrogées qui déclarent que la diversité est très présente dans le monde du travail. Et puis, vous le voyez, il y a évidemment près de 3 Français sur 10 qui considèrent qu'elle n'est pas présente. Donc ce jugement qui est pas tout à fait tranché sur ce constat de la présence de la diversité en entreprise. Nous avons interrogé ensuite les personnes sur les principaux freins qui étaient perçus. Arrive loin devant le poids des préjugés vis-à-vis des autres groupes sociaux, ethniques ou culturels, cités par une personne sur 2. Ensuite, l'endogamie des managers et des recruteurs. Et puis, l'autocensure attribuée aux profils issus de la diversité. Troisième point, quel est le vécu des personnes, après le constat, le vécu des personnes dans des situations de ce type. 2 Français sur 10 ont le sentiment d'avoir été freinés dans le milieu professionnel, dans leur milieu professionnel, à cause de leur origine sociale ou culturelle ou ethnique. C'est une discrimination qui est plus fortement vécue par les jeunes. 3 jeunes sur 10 nous en ont fait mention, et également par les personnes les plus en difficulté financière. Finalement, cette origine sociale, ce poids des origines sociales, culturelles et ethniques, c'est finalement un poids qui pèse tout au long du parcours professionnel. Qu'il s'agisse, nous ont dit les personnes que nous avons interrogées, pour l'accès à l'emploi, c'est le cas pour 8 personnes sur 10, qu'il s'agisse de l'accès au poste à responsabilité, qu'il s'agisse enfin de l'orientation professionnelle. Alors qui, face à cette situation, face au constat finalement mitigé, qui pour changer les choses? D'abord et avant tout, les entreprises, citées par plus d'une personne sur 2, 54% exactement, loin finalement devant l'État, les cabinets de recrutement et les salariés. Mais on voit bien qu'on a besoin de tout le monde pour faire progresser la diversité en entreprise. Il faut relier ce chiffre d'autres études que nous menons, notamment notre baromètre des territoires rendu public il y a quelques jours, qui montre que ces attentes vis-à-vis de l'entreprise sont extrêmement fortes pour
comprendre que attente, confiance vis-à-vis de l'entreprise rime aussi avec exigence. Et là, face à cette attente forte, les Français expriment une forme de déception. Elles ont le sentiment, pour un tiers d'entre eux, que les entreprises ne font pas assez d'efforts pour favoriser la diversité. Il faut quand même souligner que dans son entreprise, dans son organisation au travail, on a un regard un peu plus positif. Une personne sur deux considère que son entreprise, son organisation en fait assez pour la diversité. Pour autant, il n'y a pas pour l'instant qui se détacherait une obligation de contrainte, de réglementation, mais plutôt le sentiment qu'il faut faire confiance aux entreprises en se fixant et en atteignant des objectifs pour faire progresser la diversité dans le monde du travail. Alors comment, concrètement, quelles sont les solutions privilégiées par notre échantillon représentatif? D'abord, les processus de recrutement plus inclusifs avec des CV anonymes, sans photo, qui apparaissent comme la première réponse concrète. Ensuite, la sensibilisation des collaborateurs au sujet de la diversité. Et puis, la formation des RH sur les questions d'inclusion. Ce apparaît comme les trois réponses privilégiées pour faire avancer les choses. Nous avons testé des arguments sur la discrimination positive au recrutement. Et on voit là que c'est une solution qui est plutôt désapprouvée, je ne veux pas dire rejetée, mais désapprouvée au nom du mérite des compétences avant tout et du principe de non-discrimination. Voilà pour les principaux enseignements de cette étude. En résumé, elle confirme finalement cette forme de paradoxe dans la société française. On considère très largement, de manière consensuelle, que la diversité est un atout en entreprise, dans le monde du travail, et pour autant, on fait le constat qu'elle n'est pas assez présente en entreprise, même si 4 points de plus en 2 ans, c'est un chiffre important. J'allais dire, les progrès sont là, mais il reste encore finalement assez lent. Pour faire progresser la diversité, on voit émerger dans cette étude une attente très forte vis-à-vis des entreprises qui sont jugées capables, acteurs de confiance pour faire progresser cette cause, mais que cette attente n'est pas complètement satisfaite aujourd'hui. On voit bien d'ailleurs que 4 Français sur 10, malgré tout, seraient prêts à soutenir des mesures plus contraignantes. En bref, il y a une attente dans la société en général, une attente vis-à-vis des entreprises pour faire progresser la diversité et pour montrer que la diversité est à la fois facteur de performance, mais que c'est aussi un engagement sincère des entreprises, du monde du travail dans la société d'aujourd'hui. Je vous remercie. Voilà donc de quoi nourrir à la réflexion, mais aussi bâtir de vraies actions concrètes pour répondre à ces fameux enjeux d'inclusion, sachant que les entreprises sont perçues, vous l'avez vu, comme le principal acteur pour changer les choses. Merci à vous de nous avoir suivis. On va enchaîner maintenant avec la 10e et dernière plénière. À tout de suite.